Bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation sur France Info dans le pour et le contre. Alors vous êtes député écologiste de Paris, on va rester là quelques instants si vous voulez bien. Je voudrais, avant qu'on rejoigne Nathan et Paul, qu'on voit cette petite vidéo. Il faut remonter à 2 ans, c'était en novembre 2023, au moment de prendre la parole à l'Assemblée nationale. Vous entonnez, ou plutôt vous tentez d'entonner l'hymne Debout les femmes, c'est l'hymne du MLF, Mouvement de libération de la femme. Regardez. Pour les seuls 0,6% de condamnation des viols en France, nous qui sommes sans passé, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la temps, les Alors, Sandrine Rousseau, on le voit, je disais, vous tentez d'entonner cet hymne, Debout les femmes. On vous coupe très vite le micro, vous deviez vous en douter, mais est-ce que vous vous attendiez un petit peu plus de sororité de la part de Yaël Braun-Pivet? Ou vous saviez qu'on allait vous couper le micro? Je pense que cet hymne n'est pas suffisamment connu des femmes. C'est un hymne libérateur et émancipateur qui devrait être chanté par toutes. Vous auriez espéré aller jusqu'au bout. J'aurais aimé que toutes les femmes de l'hémicycle puissent l'entonnent. Bienvenue donc sur ce plateau. Bonjour. Vous connaissez Nathan et Paul. Je voudrais qu'on réagisse, vous avez dû l'entendre, à cette information de la soirée. Une information d'importance, en tous les cas, si elle se confirme, puisque le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages israéliens dans le cadre de la proposition de cessez-le-feu de Donald Trump. Est-ce que ce soir, on a presque envie de dire merci Donald Trump? Je suis volontairement un peu provocatrice. En tous les cas, le Hamas essaye de retrouver des marges de négociation face à un plan qu'ils sont contraints à accepter sans aucune espèce de modification possible. C'est-à-dire que là, c'est soit ils acceptent, soit c'est la guerre totale. Et donc, en fait, ils essayent de retrouver des marges de manœuvre. Je pense qu'ils proposent la libération des otages dans ce cadre. Ils proposent aussi de pouvoir rediscuter certains des éléments du plan. Bon, ce plan n'est pas la solution miracle à la paix, loin de là. Et je rappelle quand même qu'au moins dans un premier temps, il réduit la terre de Gaza, quoi, ce qui est incroyable parce que déjà c'est une enclave, déjà les personnes qui sont là-bas sont assiégées littéralement au premier sens du terme et le réduire cet espace, c'est quand même pour moi c'est d'un cynisme inouï. Mettre Tony Blair, est-ce que vous colonial, vous en parliez alors que le sujet c'est la colonisation, enfin c'est dingue. Est-ce que vous avez quand même envie d'être optimiste ce soir? Pardon? Est-ce que vous avez envie quand même d'être optimiste ce soir? J'ai envie d'être optimiste sur ce conflit parce que de toute façon je pense que les Gazaouis ont besoin que la guerre s'arrête. Voilà, je pense que ça peut pas être Donald Trump la solution de manière unilatérale, sans aucune consultation des autorités palestiniennes d'aucune sorte. Voilà. Et qu'est-ce qu'il lui fallait faire selon vous? Le plan idéal, puisque vous critiquez celui-ci, pour Gaza? Mais le plan idéal, ce serait déjà de le faire avec les Gazaouis et avec les autorités politiques palestiniennes, avec les prisonniers ou les exilés palestiniens. Qu'en fait, il y ait quelque chose qui redonne de l'humanité à la Palestine et aux Palestiniens. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui leur est imposé et qui leur est imposé avec l'accord de Netanyahou, avec Tony Blair qui revient comme ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi lui, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas... Enfin, c'est incroyable en fait. C'est encore une fois une humiliation, c'est encore une fois une négation de leur humanité. J'ai pas d'autre terme que ça. Là, il y a près de 80% de l'habitat à Gaza qui est détruit. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien, il n'y a plus de champs même. Donc, évidemment, c'est une question de survie, mais enfin, le faire comme ça... Oui, mais aussi imparfait soit ce plan, et je partage vos réserves, malgré tout, vous en parliez, on a ces images derrière nous qui sont épouvantables de Gaza à la suite de cette guerre terrible. Malgré tout, malgré toutes les imperfections de ce plan, il a quand même le mérite de mettre fin, on l'espère quelques jours, à une guerre qui sinon, et qui permettrait aussi de faire rentrer l'aide humanitaire, à une guerre qui sinon pourrait encore durer peut-être des mois, avec des morts, avec des blessés. Je le lis comme une vassalité encore du peuple gazaoui. C'est-à-dire si on ne mobilise pas les autorités politiques de Gaza, c'est les mettre sous statut de vassal, de dominer. Et donc, à un moment, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je salue les personnes qui sont sur les flottilles actuellement, qui sont beaucoup l'objet de critiques, parce que je trouve que c'est courageux ce qu'elles font et ce qu'ils font sur ces flottilles. C'est-à-dire, je trouve que c'est une forme de désobéissance civile, de résistance pacifique à un blocus, et ce qu'ils font est utile à tous. D'ailleurs, il y a des manifestations partout, c'est en train de mobiliser les opinions publiques, et donc bravo, et notamment à Melissa Camara, qui est une députée européenne qui est
écologiste qui est sur un des bateaux. Pardon. Mais j'ai une question. Quand vous dites qu'il faut s'adresser, ce que vous venez de dire, aux autorités politiques de Gaza, lesquelles ? L'autorité palestinienne. Non, à Gaza. L'autorité politique de Gaza, l'autorité palestinienne n'est pas à Gaza depuis 20 ans. Vraiment lesquelles ? Mais ça n'a pas été à Gaza parce que je rappelle quand même que Netanyahou a financé le Hamas au début. Parce qu'ils ont perdu les élections en 2006. Non. Oui, si en fait. Et à un moment, là, on ne peut pas faire comme si le Hamas n'était pas un interlocuteur, mais qu'il n'y en avait pas d'autres. Netanyahou n'a pas financé le Hamas avant 2006. Il l'a financé après, c'est vrai, ça a été documenté, c'est vrai, mais pas avant 2006. Merci. Oui, non, mais il l'a fait. Donc en fait, il l'a fait à un moment où justement le Hamas prenait son envol. Donc ça suffit en fait de non, mais je vous pose pas. Je vous demande juste quelle autorité politique palestinienne à Gaza. Dans ce sujet, en fait, on regarde la situation à Gaza comme si elle avait commencé le 7 octobre. Elle n'a pas commencé le 7 octobre. Oui. Elle n'a pas commencé le 7 octobre. Bien sûr. Et donc, il y avait des autorités politiques. Le Hamas. Avant le 7 octobre, c'était le Hamas. Il y avait le Hamas, il y avait l'autorité palestinienne avant. 2006. Et en fait, à un moment, il y a des exilés politiques. À quel moment on les met autour de la table pour construire une solution pérenne avec eux ? Parce que tant qu'il n'y aura pas les autorités palestiniennes autour de la table, alors ce seront des plans temporaires qui seront voués à l'échec. Et par ailleurs, aujourd'hui, une solution à 2 États permettait quand même de dire que c'est une solution audacieuse compte tenu de l'aspect et de l'état de destruction avancé de Gaza. Et d'ailleurs, sur la solution à 2 États, est-ce que vous soutenez la façon dont le président de la République a proposé cela, notamment à la tribune des Nations Unies ? Alors, il a reconnu l'État palestinien, c'était important de le faire, c'est beaucoup trop tardif, et c'est surtout accompagné de rien du tout à côté de cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions supplémentaires contre Israël, il n'y a pas, il y a des pays qui, par exemple, convoquent les ambassadeurs quand ils ont des parlementaires qui ont été arrêtés sur la flottille. La France ne fait rien de tout ça. Il n'y a pas de sanctions supplémentaires, il n'y a pas de pression diplomatique. Enfin, je veux dire, c'était symbolique, c'était une manière de se poser dans le débat, mais la réalité, c'est que ça n'est pas transformateur de la situation. Ça a quand même joué dans la balance, probablement, dans la décision de Trump, et pas que la France, d'ailleurs, ne faisons pas cocorico trop vite, mais aussi l'attitude de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, aussi nos amis espagnols depuis longtemps, les Australiens, les Belges. Enfin, il y a quand même eu un mouvement des dirigeants européens qui, je pense, est à saluer et qui n'est pas que de l'ordre du symbole dans cette capacité de dire nous croyons à une solution à 2 États et nous allons le proposer dès maintenant. Et je crois que c'est peut-être aussi, on le dit peut-être pas assez, c'est peut-être aussi cela qui permet aujourd'hui d'aboutir à ce plan en 21 points, même s'il est imparfait, qui a tout de même le mérite de, encore une fois, mettre fin à une situation et aussi d'avoir un mot peut-être pour les otages et de permettre aux otages de revenir en Israël. Il faut que les otages soient libérés. D'ailleurs, c'est ce que dit le Hamas ce soir. Oui, les dirigeants européens, tardivement, ont réussi sans doute à faire bouger un peu les choses. Moi, j'aurais aimé que l'Europe soit unie sur cette question et j'aurais aimé surtout qu'il s'exprime beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Alors, je salue l'Espagne qui a quand même une politique assez incroyable là-dessus. C'est-à-dire que il a une voix dissonante en Europe. Il a été plus courageux que les autres, Sanchez, qui est à la tête du gouvernement espagnol. Moi, j'aurais aimé que la France aille dans ses pas et suive un peu l'exemple de Sanchez, parce que je pense qu'il a joué un rôle assez considérable dans le basculement. Mais encore une fois, on ne fera rien sans le peuple palestinien. Il y a un droit à l'autodétermination, il y a un droit à reconnaître les forces politiques palestiniennes. Aujourd'hui, le plan tel qu'il est un plan qui s'impose et donc qui vassalise encore. On viendra bien évidemment sur la suite de cette annonce très certainement historique. Le Hamas qui accepte donc l'accord proposé par Donald Trump, l'accord en 21 points pour un cessez-le-feu. Le Hamas qui se dit donc qui accepterait de libérer tous les otages israéliens. Je voudrais qu'on aborde un autre thème plus national à présent avec vous, Sandrine Rousseau. Un record, presque un mois sans gouvernement. Sébastien Lecornu se donne le temps donc avant de nommer ses ministres. Aujourd'hui, ce sont les partis d'opposition qui ont été reçus à Matignon. Parmi les annonces faites par le Premier ministre, ne pas recourir au 49.3 pour gouverner. Certains ont salué une décision courageuse. Vous avez réagi, Sandrine Rousseau, sur les réseaux sociaux. Vous dites « Le renoncement au 49.3 annonce une lune de miel avec le RN, c'est tout, point barre ». Cette annonce fait suite à 2 jours à l'Assemblée nationale où il y a eu un accord explicite et aux yeux et aux yeux de tout le monde avec le Rassemblement national, du camp d'Emmanuel Macron avec le Rassemblement national. Donc il aurait fallu garder le 49.3 ? Au point que, pour la première fois, depuis sans doute très longtemps, le Rassemblement national n'a pas présenté de candidat aux élections de présidence de commission.
Donc, je veux dire, il n'y a même plus de faux semblants là-dessus. Il n'y a pas de faux nez. Ils assument complètement cet accord. Donc, évidemment que quand il annonce derrière le 49.3, je me dis, il y a sans doute un accord. Bon, j'ai entendu que Marine Le Pen disait qu'elle pensait le censurer. Peut-être veut-elle encore obtenir d'autres choses. Ça, je ne sais pas. On verra dans les jours qui arrivent comment ça évolue. En tous les cas, le 49.3 est une manière de se couper du Parlement et des débats parlementaires qui n'est pas digne d'une république comme la nôtre. D'ailleurs, peu de républiques, peu de démocraties ont cet outil du 49.3. Donc moi, je suis pour que j'ai même signé une proposition de loi pour enlever l'article 49.3 de la Constitution. Donc je suis évidemment favorable à la proposition qui est là. Mais surtout, je ne vois pas d'évolution dans ce que propose Le Cornu. Et ce qui m'inquiète, mais qui commence vraiment à m'inquiéter de manière très très forte, c'est qu'on a des Français qui sont en grande difficulté. J'étais avec les ouvriers agricoles du chlordécone ce midi. J'étais avec la fondation Primo Levi qui soigne des personnes qui sont torturées dans les pays étrangers, qui doivent licencier un tiers de son personnel. J'étais avec les ouvriers de Saint-Avold il y a 2 semaines, qui est une centrale à charbon, qui ne savent pas du tout de quoi demain sera fait et qui seront probablement licenciés. En fait, ces gens n'ont aucune réponse dans le débat politique actuel. Aucune. Ils sont complètement orphelins de la situation. Le planning familial aujourd'hui ne sait pas comment ils vont payer les salaires dans les mois qui viennent. En fait, il y a des gens qui, là, aujourd'hui, sont en mode survie et tout le débat politique passe complètement à côté de ça. Et ça m'inquiète, ça m'angoisse énormément. Et autre sujet d'inquiétude, c'est que nous venons de passer la 7e limite planétaire, nous en avons 9. On vient de passer la 7e limite planétaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est une des limites les plus graves en termes de dépassement. C'est l'acidification des océans. Ça veut dire que les phytoplanctons pourraient ne plus pouvoir vivre dans les mêmes conditions. Donc c'est toute la chaîne alimentaire des océans qui aujourd'hui dans la classe politique apporte des réponses à ces préoccupations et à ces alertes environnementales. Est-ce que c'est la gauche? Est-ce que la gauche apporte suffisamment de réponses? Mais je vais vous dire, moi, là en ce moment, je ressens une crise de sens. Enfin, moi, je me lève le matin, je me dis, mais par rapport à quoi? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, les amis? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tous les matins, je me dis ça. C'est dingue. On est en train de vivre un effondrement climatique. Il y a des gens qui sont dans une détresse inouïe. On est en train de vivre un plan social considérable sur les commerçants, sur les artisans. Et nous, on parle de « Ah ben, je suis rentrée à 17h chez Le Cornu, j'en suis sortie à 18h ». Enfin, tout ça me semble, mais alors vraiment très, très en décalage. Et je m'inquiète de l'effet que ça peut avoir. En fait. Moi, je partage le fait que vous avez raison. Au vu des grands défis planétaires, et l'écologie est certainement un de ces défis majeurs, toutes ces querelles semblent picrocolines et ridicules. Il y a cependant un sujet que vous avez évoqué dans votre démonstration et qui, moi, m'a interpellé, c'est sur la lune de miel entre le RN et la majorité, le camp présidentiel. Lorsque Mme Braun-Pivet, elle organise son assemblée pour qu'il y ait ses 6 vice-présidences. On respecte tout simplement la volonté populaire. Il y a 2 représentants du Rassemblement national, M. Chenu et Mme Laporte. Il y a 2 représentants de la France insoumise, donc du nouveau Front populaire, et 2 représentants du centre. Il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est une juste expression de la démocratie. Et qu'on soit d'accord ou pas avec eux, les millions d'électeurs de Mme Le Pen ont aussi le droit d'avoir leur vice-président à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas ce qui vous choque là-dedans. Alors, je vais vous faire une réponse en 2 temps. Le premier temps, c'est que nous avons été élus sur un front républicain, donc anti-Rassemblement national, et dès que nous sommes élus, en fait, nous les mettons au perchoir de l'Assemblée. Donc, il y a un sujet. Moi, je n'ai pas voté, je n'ai pas mis un bulletin RN dans l'urne. Et le deuxième élément de réponse que je vous dis, c'est que, certes, il y a eu ces vice-présidences, mais il y a aussi eu les présidences de commission. Alors, c'est un peu technique pour les personnes qui ne sont pas forcément au fait du fonctionnement très en détail de l'Assemblée. Mais en fait, avant d'aller dans l'hémicycle, qui sont les images qui sont vues partout, il y a un travail, ce qu'on appelle en commission. Il y a 8 commissions. Et donc, la présidence de ces commissions est importante. D'habitude, jusqu'à présent, le Rassemblement national a chaque année présenté des candidats. Là, il n'en a pas présenté pour soutenir directement les candidats macronistes. De sorte qu'en fait, dans les commissions qui sont un lieu de travail extrêmement important, il y a une alliance objective entre le Rassemblement national et les macronistes qui ne révèle pas la réalité du plateau démocratique, puisque, par exemple, le NFP a perdu, du fait de cet accord, plusieurs commissions. Alors Sandrine Rousseau, on a été perturbé par l'actualité malheureusement sur le Hamas. Ou heureusement si les choses vont dans le bon sens. Mais évidemment, nous avions prévenu
prévu de vous inviter, de vous recevoir sur vos idées. Parce qu'il est vrai, je me trompe peut-être, vous serez peut-être pas d'accord avec ce constat, mais que parfois dans le débat public sur vous, il y a des caricatures qui sont faites de vous, des réactions épidermiques à des punchlines, à des tweets jadis, à des, je sais pas comment on dit pour Blue Sky, mais en tout cas des blousques, voilà. Et que derrière, vous avez des idées. Vous avez une vision de la société que vous proposez qui est très intéressante, qu'on peut partager ou non. C'est un peu notre ADN. Je vous remercie de le dire. Non, mais c'est vrai. Et on a passé notre journée, on s'est appelé toute la journée tous les trois à lire vos écrits et à les commenter. Alors, on a lu notamment Par-delà l'Androcène, qui est un ouvrage que vous avez coécrit il y a quelques années aux éditions du Seuil, collection Libelle. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, où vous avez proposé un concept qui est extrêmement intéressant, qui est le concept d'androcène. Alors, juste pour le résumer en un mot avant de vous poser une question, il existe un concept célèbre aujourd'hui qui est l'anthropocène, le fait que nous vivons dans une époque où l'humanité a changé la nature. Pour penser la catastrophe climatique que nous traversons, l'humanité aurait transformé les conditions même de vie dans la nature. Et vous remarquez, et je vous suis là-dessus, que ce concept, il est un peu abstrait, parce qu'il fait abstraction des structures sociales et culturelles, des systèmes de domination sociale qui ont pu engendrer cette hécatombe. Raison pour laquelle vous proposez le concept d'androcène, c'est-à-dire de dire le coupable, c'est pas l'humanité tout entière, les êtres humains en soi ne sont pas coupables de cette catastrophe, c'est certains êtres humains. Et plus précisément, la domination de l'andros, c'est-à-dire en grec, de l'homme occidental, blanc, patriarcal, etc., etc. Alors moi, la première question que je voulais vous poser là-dessus, et je sais que Paul en a aussi, est-ce que vous remplacez pas un concept qui faisait une sorte d'accusation générale, l'anthropocène, l'être humain en général est coupable de tout, par un autre concept qui peut aussi, en tout cas dans sa terminologie, créer une accusation générale. Parce que quand on dit androcène, on peut se dire Paul est un andros, moi aussi, et donc on est peut-être responsable d'une crise dont nous ne sommes pas coupables. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un concept trop large ? Déjà, vous êtes responsable de la crise, comme je le suis. Oui, bien sûr. Et comme nous le sommes tous ici. Nous le sommes tous, oui. Donc déjà, c'est le premier point. Mais les riches le sont encore plus que les plus pauvres. Et les personnes des pays dits développés, c'est-à-dire ceux qui ont connu la révolution industrielle, le sont encore plus que les pays qui ont vu leur richesse augmenter que tardivement par rapport aux pays européens, américains. Et en fait, l'anthropocène, c'est lisser tout ça. C'est-à-dire dire que les responsabilités sont... finalement, sont équivalentes. Et ça n'est pas vrai qu'une personne qui vit en Éthiopie, qui a toujours vécu en Éthiopie, a la même responsabilité sur le réchauffement climatique qu'un Français ou qu'une Française. Et donc, la question est de savoir comment les structures sociales, comment l'histoire de notre développement, la colonisation, l'esclavage, ont aussi façonné la crise dans laquelle nous sommes actuellement. Et si nous ne posons pas cela, alors nous ne pouvons pas avoir de réponse à la hauteur de l'enjeu, parce qu'alors on pense qu'il suffira d'une croissance verte pour résoudre notre problème, là où au contraire il nous faut revoir notre rapport au monde, notre rapport à autrui, notre rapport social profondément à la richesse et à la prédation. Et c'est cela que j'appelle l'androcène avec Adélaïde et l'autre Sandrine avec laquelle nous avons écrit ce texte. Ah ouais, il y a une phrase dans le livre que vous avez qui m'a interpellé. Vous dites, il s'agit donc de mettre en lumière les relations entre extractivisme, colonialisme, capitalisme et, le petit dernier, patriarcat. Et là où moi, ça m'a... Le premier, hein, dans l'échelle, c'est le voilà, mais en tout premier. cas, le patriarcat est mis dans la phrase au même titre que les autres. Et alors, autant je peux vous suivre sur... Je comprends l'extractivisme, je comprends les ravages du colonialisme, je comprends le lien que tout cela peut avoir avec le dérèglement climatique actuel, mais sur le patriarcat... Ce que je ne comprends pas, c'est que le patriarcat, aussi condamnable soit-il, la figure de l'homme ou du père de famille ou du chef de famille, y compris au 19e siècle, dans les mineurs de charbon ou plutôt les serfs au Moyen-Âge qui obéissaient à leur seigneur, je ne vois pas en quoi eux ne sont pas des victimes de ce que vous expliquez dans le livre, c'est-à-dire la colonisation, la domination de quelques-uns, en l'occurrence les plus riches, les seigneurs, la féodalité, etc. Et donc, je comprends pas, là encore, ça rejoint un petit peu la question de Nathan. J'ai l'impression qu'on, dans ce concept-là, on est trop englobant en disant les hommes. En fait, il faudrait dire des hommes, parce que certains hommes sont comptables de ce bilan que vous évoquez à juste titre, et d'autres en ont été des victimes tout à fait, qui ont beaucoup souffert de cette organisation-là du monde.
Alors, les féministes des années 70, du mouvement de libération des femmes, dont on chantait l'hymne, enfin, dont vous avez passé l'extrait tout à l'heure, et d'ailleurs, j'ai des cours de chant à prendre, je pense, pour vraiment rendre honneur à cet hymne. Mais, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. C'était déjà courageux. Mais c'était, bon, voilà, a cappella, comme on dit dans un hémicycle qui n'est pas fait pour chanter. Donc, donc il y avait un slogan des années 70, des féministes des années 70 que j'adore, qui est ouvriers de tous les pays qui lavent vos chaussettes. Et en fait, c'est ça la question du patriarcat, c'est que même les hommes les plus discriminés, vous avez raison sur le fait que tous les hommes ne sont pas en position de domination sur l'ensemble du champ des dominations, mais tous les hommes peuvent avoir une domination qui leur est offerte par le patriarcat, c'est leur femme. Et en fait, ça, c'est quand même quelque chose qui, même l'homme le plus pauvre du monde, peut taper sa femme. Avoir un ascendant sur sa femme, c'est ça que vous dites. Oui, peut taper sa femme, peut avoir un ascendant sur sa femme, peut faire à sa femme du travail gratuit, et ça ne sera absolument ni interdit, ni condamné, ni rien. Et en fait, c'est en cela qu'il y a un rapport social de tous les hommes sur les femmes. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont coupables de ce rapport social. Et c'est ça qu'il faut saisir, je pense, c'est que appartenir à une classe sociale, c'est pas forcément quelque chose de volontaire. Vous ne choisissez pas de naître homme ou de naître femme. C'est une question de genre. Mais oui, vous n'avez pas ce choix-là. Mais par contre, une fois que vous êtes né homme, vous appartenez à une classe sociale qui peut dominer les femmes. Et par ailleurs, vous avez une responsabilité liée à cette situation de domination. C'est de la refuser. C'est de la dénoncer. Justement, et c'est d'aider les femmes à sortir de la situation de domination. Et en fait, c'est là que j'appelle les hommes. C'est où êtes-vous ? Et notamment dans le mouvement MeToo, moi je trouve que ça a été une révolution planétaire des femmes. Il y a vraiment énormément de pays qui ont été balayés par cette vague de MeToo, et les hommes sont restés étonnamment absent de cela. Alors levez-vous et dites que vous ne voulez pas de cela. Eh bien justement, alors moi, contrairement à Paul, ça ne me dérange pas que vous mettiez en cause le patriarcat. Je ne sais pas si je suis l'homme déconstruit absolument parfait, certainement mais je soutiens MeToo. Je vais faire un test. Je crois que je vais sortir un test de me déconstruire. Avec plaisir. Le nombre de fois où on me dit ça vous permettra de vous auto-tester. Voilà, avec joie. Méfiez-vous, il y a une certaine duplicité. Moi, au moins, je m'en passe sur l'emballage. Moi, je cocherai peut-être pas toutes les cases, mais pas mal. Mais non, moi, ce qui m'a interpellé, c'était pas ce passage-là. C'était le passage dans ce livre où vous mettiez en cause une certaine tradition philosophique. Parce que sur quand la vous différence parliez... entre nature et culture. Exactement. Ouais. Et sur Descartes, par exemple, la fameuse phrase « nous rendre comme maître et possesseur de la nature » dans le discours de la méthode, qui est d'ailleurs un peu... Enfin, la phrase est exacte, mais qui est un peu sortie de son contexte, parce que ce qu'il dit, c'est pas absolument pas... il crée pas le consumérisme, ni la révolution industrielle par cette phrase. Mais est-ce que vous pensez pas quand même que dans les auteurs... Il crée l'animal-machine par cette phrase. Il crée l'animal-machine. Et ça, c'est au fondement de la rupture de la nature et de la culture. Mais allez-y. Oui, non, mais vous avez raison. Mais il y aurait des discussions sur l'animal-machine. Est-ce que c'est dire que l'animal est une machine ou que le machine est un paradigme explicatif pour comprendre la nature dans l'époque dans laquelle il est? Mais est-ce que vous pensez pas que il y a dans l'héritage que vous attaquez ou que vous déconstruisez de l'Androcène, Descartes, Rousseau aussi, enfin le mythe du sauvage que vous mettez en cause, enfin en tout cas qui est dans les textes de Rousseau, il y a aussi les conditions de l'émancipation. Les conditions des droits de l'homme sont derrière cet héritage, non? Alors quand on a séparé la nature et la culture, tous les humains n'ont pas été du côté de la culture. Tous les humains n'ont pas été du côté de la culture. Toutes les personnes noires étaient du côté de la nature, les femmes étaient du côté de la nature. Et en fait, c'est cela que je dénonce. C'est qu'en s'appropriant la culture, et encore une fois, c'est l'homme blanc pour le coup qui l'a fait, en s'appropriant la culture, il a relégué un sous-état, à un état inférieur et à un état de nature des personnes, des humains, et du coup il a généré ce rapport social qui est au cœur et qui est au fondement de la pensée capitaliste d'aujourd'hui et du système économique que nous produisons. Et d'ailleurs c'est un sujet aujourd'hui parce que moi je pense par exemple que nous devrions avoir des réflexions antispécistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous devrions avoir un autre rapport aux animaux et penser les animaux non pas comme des êtres qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas de science, qui n'ont pas d'émotion, qui ne ressentent pas, et donc comme des objets industriels, on le voit par exemple dans les élevages industriels, nous devrions avoir un rapport aux animaux qui respectent leurs émotions et donc leur capacité cognitive, émotionnelle, etc. Et cela, ça nécessite de changer notre rapport aux animaux et de nous sentir dans une forme d'égalité avec les animaux. Mais du coup, vous voyez bien que ça percute toute une philosophie de la gauche qui consistait, pour les dominés de la société, à
s'extraire de l'état de nature pour eux aussi avoir accès à la culture et pouvoir s'approprier cette culture. Et là, nous sommes précisément dans un débat qui m'occupe, en tous les cas dans une réflexion qui m'occupe au quotidien dans mon activité politique, qui est d'ouvrir un nouveau champ à gauche, une nouvelle réflexion politique, une nouvelle ligne politique qui consisterait à sortir des antiennes de la gauche qui consistent en l'émancipation par la distinction de la nature, mais au contraire à se penser comme élément de la nature. Et en fait, c'est ça que j'essaye de faire dans le débat politique. Alors évidemment, là, j'utilise un peu des réflexions philosophiques que j'ai pas tout le temps d'utiliser et qui sont très souvent caricaturées, mais en fait, moi, je ne crois pas, par exemple, à un monde de croissance productiviste des ouvriers qui verraient leurs conditions s'améliorer. Je n'y crois pas un instant. Je pense au contraire que nous devons profondément changer notre rapport au monde. Et en fait, c'est ça que j'essaye de faire. Je pense être une voix assez singulière dans la gauche, mais je crois par contre que c'est la voie d'avenir. Sandrine Rousseau, vous appelez à déconstruire le patriarcat. Les femmes ne sont pas toutes écologistes et ne sont pas toutes féministes, malheureusement. Faut-il déconstruire, selon vous, certaines femmes? Mais si les femmes étaient féministes, si toutes les femmes étaient féministes, nous gagnerions tout. Nous sommes 52% de la population. C'est-à-dire que si toutes les femmes étaient féministes, il n'y aurait plus aucun sujet, nous aurions tout gagné. Donc j'invite les femmes, toutes les femmes, à être féministes. Voilà. Une dernière question avant de passer à la première télé, peut-être. Très très vite. Moi, j'avais peut-être une micro-question. Comment vous percevez votre image publique et la manière dont parfois vous êtes présente dans le débat public ou attaquée dans le débat public? Déjà, je pense que j'ai pas une conscience parfaite de l'image qu'ont les gens de moi. J'ai l'impression d'habiter dans la tête de certaines personnes, des fois, quand ils m'envoient leurs photos de barbecue 3 ans après avoir dit une phrase sur... C'est que l'extrait est devenu culte. Oui, mais moi, j'ai surtout le sentiment que toutes les caricatures que je subis sont une manière, finalement, d'éviter le débat avec moi, de l'empêcher, de ne pas entrer en débat. Et précisément pour la caricature, le fait de me traiter de folle ou d'hystérique est une manière de me décrédibiliser avant même d'entrer dans le débat. Et je dis aux personnes qui me caricaturent comme ça, mais venez débattre. Venez débattre. Moi, j'ai pas de problème. Et au contraire, je serais ravie de débattre avec vous. Sandrine Rousseau, nous avons un rendez-vous dans cette émission, dans le pour et le contre. On cherche et on trouve les premières télés de nos invités. Tout le monde y a droit. Flashback, on va retourner en 2007. Vous êtes alors maître de conférence en économie à l'université de Lille. L'image qui ne va pas être en ma faveur. Vous veniez alors d'écrire un polar féministe. C'était votre premier livre et ça s'appelle Épluchure à la Lilloise. Regardez. Prenez cette jeune femme, maître de conférence en économie, elle a horreur de l'épluchage, sauf dans son premier roman. C'est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arrachée, enfin épluché. Et cet homme est entouré de femmes dans sa vie. Et donc il faut savoir qui a eu cette idée saugrenue de l'éplucher. Juste une petite réaction. 2007 2025. Et je vous invite à lire ces polars parce que dans ces polars, il y a une dimension écolo et féministe et je pense que j'ai pas beaucoup changé en réalité. On aurait dû les lire, on les a pas lus. Après, physiquement, si, parce que je reconnais pas tous les thèmes de votre engagement actuel, ils sont. C'est-à-dire qu'il y a la domination masculine que vous critiquez, il y a tous ces clichés, ces stéréotypes sur les femmes que vous dénoncez. Déjà, tout est là, on sent que ça y est, c'est le pour terreau. Ça que quand j'entends certains me qualifier d'opportuniste, je leur dis, lisez les polars de 2007. On leur a pas dit ce soir. Et même ma thèse d'économie, parce que mon doctorat d'économie portait déjà sur ces aspects-là. Merci beaucoup, merci.